On va faire la différence entre le bois de rose tranché et le bois de rose scié. C'est difficile. Un petit coup d'alcool à brûler sur celui-là, un petit coup sur celui-là. Déjà, vous voyez la différence de couleur. Là, il n'y a pas de profondeur. Là, il y a quand même de très belles profondeurs. Et en plus, si je prends un chiffon blanc, là, il n'y a pratiquement pas de tanin. Et ici, tous les tanins sont sortis. Francis, est-ce que vous pourriez nous expliquer le procédé de la scie au bois montant? Le bois est fixé sur un support, qui lui-même est fixé sur une crémaillère qui monte. Et pendant la montée du bois, la scie, qui est ici, se déplace alternativement pour faire une feuille de plaquage. Le châssis, toute la partie qui fonctionne de la machine est en bois. Pourquoi? Parce qu'en bois, ça reprend toutes les vibrations qui pourraient se faire à cause de la lame, à cause des coulisseaux qui ne sont pas bien graissés. Et toutes les vibrations sont absorbées, même la bielle qui va jusqu'au moteur là-bas est en bois. Bon, cette scie-là date de 1890, elle a été un petit peu modifiée, parce qu'au départ, elle ne sciait que de l'ivoire. Et c'est pour ça que vous avez la poignée ici qui est en ivoire. Nous, on l'a transformée pour faire du plaquage, donc on l'a agrandi un petit peu, mais le principe reste le même. Par contre, elle est très précise. Il y a une feuille qui est dans la machine, la feuille est quand même très souple, et c'est de l'ébène, et ça ne casse pas. Si vous la faites au ruban, elle cassera. Alors derrière, là, vous avez une bielle, hein, on la voit, qui est sur une roue qui tourne, qui fait ce mouvement de va-et-vient. Et pendant le mouvement de va-et-vient, vous avez ici une vis sans fin qui fait une montée très lente et régulière du bois. Alors la machine par elle-même demande un peu de graissage. Son seul entretien général, il ne faut pas grand-chose. Par contre, il y a beaucoup d'affûtage. Alors au départ, nous avons les mêmes dents. La même manière d'affûter, suivant les bois que nous allons mettre sur la machine, il faudra changer un petit peu l'affûtage, il faudra changer l'avoyage. Des fois, on est obligé de changer l'affûtage parce que le bois a changé, le fil a tourné un petit peu, ou il y a un peu de ramage, ou il y a un nœud. Et bon, là, il faut remettre un peu de voie, il faut en retirer. Bon, ça se fait au moment du sciage. Francis, est-ce que vous pourriez mettre la machine en route? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vais déjà fermer ça. Voilà. Et là, maintenant, on peut la mettre en marche. En France, il y a 3 machines. Ici, nous en avons 2, dont celle-là qui est beaucoup plus grosse et qui permet de faire des choses plus importantes, porter des bois plus larges. On peut scier jusqu'à 1 mètre de large. La feuille est terminée, on va la descendre. Philippe va s'en occuper, voilà, il la décroche. Et il la pose devant lui. Et maintenant, on va redescendre toute la machine complètement, c'est-à-dire que le bois descend, plus le chariot. Voilà, il la met en position pour repartir. Maintenant, il va donner l'épaisseur de la feuille, donc 13 dixièmes. On sait, on a un vernis, on sait à peu près où on va. Voilà, l'épaisseur est donnée. Et on redémarre. Für ein ausdrucksstarkes Furnier bleibt nichts dem Zufall überlassen. Die Stämme werden einem genau festgelegten Kochgang unterzogen
um das Holz verarbeiten zu können und den Furnieren die richtige Farbe zu geben. Temperaturwahl und Dämpfzeit sind eine Wissenschaft für sich. Nichts geht ohne Fingerspitzengefühl und Augenmaß. Maserfurniere sind besonders begehrt und kostbar. Sie werden im hochwertigen Möbel- und Innenausbau verwendet. Furnier ist ein einzigartiges Naturprodukt. Ein wichtiger Werkstoff auch in Zukunft. Bon, on va envoyer, là, ça fait déjà 5 minutes. Comme c'est du réformol, il ne faut pas trop attendre. Tu mets une feuille en appui comme une jointeuse normale. Et t'envoies. Donc le souci, quand tu mets l'encollage à la main, souvent on a des gratons. Donc il faut y enlever après comme on peut. Hein. Faut y gratter. À la lame de cutter, on y enlève. À la lame de cutter, ouais, ou si c'est pas gênant, ça part au ponçage. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir une petite vidéo explicative sur le plaquage avec mon collègue Mathieu. Bonjour. Donc voilà, donc là on se retrouve devant une déligneuse à plaquage où on aura des commandes très basiques, donc vraiment marche arrière, stop, avancement et vitesse d'avancement. Pas oublier le bouton anti-panique. Et vous avez aussi une corde anti-panique, donc pour arrêter la machine, s'il y a quoi que ce soit, vous tirez dessus et ça s'arrête. Là vous avez donc une raboteuse qui s'actionne à l'aide d'une petite commande ici, ainsi que donc la circulaire qui s'actionne aussi par la même commande. Et maintenant on va voir comment placer donc le plaquage sur notre machine.
Tout d'abord ici vous avez une butée au fait pour la largeur de votre plaquage. Donc choisissez, réglez votre butée en fonction de la largeur des feuilles de plaquage voulues. Mathieu, je te laisse mettre en place ton plaquage sous la machine. Voilà, donc comme vous le voyez, on arrive en butée contre ces butées orange avec notre plaquage. Et maintenant, il ne reste plus qu'à abaisser la table, la presse, avec l'aide de ce petit levier. Attention à ne pas mettre les doigts en dessous, ça fait très mal. Donc pour l'étape suivante, on va se retrouver avec nos deux paquets de plaquage. Donc notre bon plaquage apparent et notre compensation. Dans mon entreprise, on numérote nos paquets de plaquage. Donc le 1 et le 2 vont ensemble, donc bonne face et compensation. Ensuite le 3 et 4 et ainsi de suite. Cette numérotation est propre à chaque entreprise. Donc voilà. Pour la suite de nos assemblages, on va pouvoir assembler le plaquage à l'aide d'un scotch. Un scotch qui va faire effet avec de l'eau. Donc on va passer la bande adhésive sur de l'eau et ça va coller. Donc premièrement, avant tout, pour coller, il faut déplier notre plaquage. Nous on va le déplier en portefeuille. Donc je me retrouve à le déplier en portefeuille. Puis on va venir se saisir de bandes de scotch. Donc, ces bandes de scotch suffit de faire glisser le plaquage sur la roulette, de bien centrer vos feuilles pour aligner vos veines et de tirer votre bande de scotch. On va placer environ 5 bandes de scotch sur le sens de la largeur et une longue bande de scotch sur le sens de la longueur. C'est point. Voilà, alors pour la suite de nos assemblages, nous allons employer une tricoteuse, donc cette machine ici présente, qui va nous donner un assemblage comme celui-ci. Voilà, donc cette tricoteuse, pour l'employer, c'est tout simple. Il suffit de la brancher à l'alimentation, de la relier à l'air comprimé et de la mettre en tension. Voilà, la tension s'affiche ici sur le cadran et il ne reste plus qu'à la faire chauffer. Une fois chauffée, cette tricoteuse se règle ainsi. Vous avez un fil ici présent, que vous ne voyez pas bien, mais je vais essayer de tirer. Voilà, qui doit passer sous cette grosse roulette juste là. Donc, vous tirez votre fil en arrière. Il est positionné sous la roulette et vous l'abaissez à l'aide du levier. Pas plus compliqué. Voilà, donc pour la suite, pour assembler nos feuilles de plaquage, pas plus compliqué. On a une pédale ici présente. Maintenez-la appuyée comme ceci. Positionnez vos feuilles de plaquage sous la machine. Il faut bien les maintenir pour que le joint soit très propre. Et relâchez la pédale. Pour dégager les feuilles, pas plus compliqué, vous avez un bouton jaune ici présent, vous appuyez dessus et vos feuilles partent. Voilà, alors pour la suite, pour coller notre plaquage ici présent sur notre panneau, il vous faudra vous munir d'une spatule, d'eau et de colle Adhesa 2000. Donc c'est une colle qui est, comme vous pouvez le voir, qui est en poudre. Hein. Voilà, et on va venir la mélanger avec de l'eau.
et remuer jusqu'à ce que vous obteniez une pâte ressemblant à la substance de la fondue. Donc une fois votre panneau encollé, le plaquage posé par-dessus mis en place, il vous reste juste à nettoyer votre presse, disposer des plaques de compensation sous chaque vérin et ainsi vous pouvez serrer. Donc nous on va serrer à une pression de 120 bars environ, on va arriver en butée comme vous pouvez le voir. Voilà, on est à 120 bars et nous faisons un collage à froid. Vous avez aussi la possibilité grâce à ces deux boutons de chauffer la presse du haut et la presse du bas pour faire un collage à chaud. Voilà, donc notre panneau fini, on constate que le plaquage est bien collé sur notre panneau. Une petite précision concernant le plaquage sous presse, laissez votre panneau sous presse le temps indiqué par votre fournisseur. Toutes les marques de colle ont des temps différents, autant pour un collage à froid que pour un collage à chaud. Faites bien attention à ces détails. Alors malheureusement, pour l'affleurage du plaquage dans mon entreprise, on n'emploie pas beaucoup de machines, on fait presque tout à la main. Mais il y a une technique assez pratique qui fonctionne assez bien, c'est employer votre paume de main, bien repérer au niveau du plaquage l'arête de votre panneau et simplement venir donner des petits coups comme ça. Votre plaquage s'enlève, attention à aller délicatement et on peut avoir des fissures au niveau à ce niveau là. Donc pas que le fil du plaquage remonte et vous fasse un trou sur votre panneau. Mais voilà, donc ça c'est la dernière étape. Reste plus qu'à lui donner les finitions souhaitées ou le recalibrer à la Stribig ou à la circulaire en fonction de chaque entreprise, cela varie. Mais voilà, donc c'est tout. Vous avez enfin votre panneau fini, terminé. Reste plus qu'à le poncer, le vernir, à lui donner les dernières finitions et vous êtes bon. Et on va jouer justement avec toutes ces fibres. Alors le dessin est fourni par le design Cartier et à partir de là on va le reprendre et faire le dessin au trait. C'est-à-dire qu'on va déterminer le contour de chaque pièce à l'aide d'un dessin précis. Et après on va scier. On va scier la moitié du trait, ce qui va permettre un assemblage des pièces précis. On actionne la scie avec le pied. On manipule le paquet avec la main et c'est la sensibilité et l'habitude qui fait qu'on a une certaine dextérité. On peut scier jusqu'à une tête d'épingle avec cette scie. Alors là, je suis en train de découper le fond parce que c'est la pièce principale. Et à partir de là, je vais m'en servir comme base pour appuyer les autres pièces et je vais les assembler comme un pulse par juxtaposition. Et puis après, en fonction des textures, des couleurs, des formes, on les retrouve et puis on les prend une à une. Dans le sens du montage, on va s'appliquer à les juxtaposer les unes à côté des autres pour former le motif. Alors la finition, c'est une étape importante, parce que c'est ce qui va mettre en valeur tout le travail. Il faut poncer léger pour ne pas percer la marqueterie. Il faut lustrer sans rayures. Puis après, il faut avoir une finition adéquate à l'horlogerie. Bon, c'est le bois qui amène la poésie, le bois et le dessin. Voilà. Si on arrive à allier les deux et à se rapprocher du sujet principal, alors à ce moment-là, c'est gagné. La poésie, c'est que le client soit content et puis que celui qui fait la pièce, il trouve du plaisir dans sa technique et dans l'esthétique. La table basse en marqueterie boule, c'est un meuble qui m'a été commandé par un client. Dans son esprit, au départ, il recherchait un meuble d'époque Louis XIV en marqueterie boule, mais à cette époque-là, ce genre de meuble ne se fabriquait pas. Alors pour créer une table dans cet esprit-là, en heures de travail, nous avons passé à peu près 600 à 650 heures. C'est un meuble qui est très très long à découper puisqu'elle est composée de bois d'ébène, de laiton, d'étain et de cornes de bœuf qui sont des matériaux qui sont assez difficiles à découper
et qui sont très difficiles à finir ensemble. Dans les divers salons que j'ai pu faire en France ou à l'international, à notre niveau, dans notre produit, nous sommes quasiment les seuls aujourd'hui. Pour faire ce genre de produit de très très haut de gamme, où on touche une clientèle vraiment très restreinte, il m'était indispensable de vraiment étendre mon potentiel de clients. Et pour ça, je marche beaucoup avec le relationnel et le bouche à oreille. Ce qui me rend confiant pour l'avenir, c'est la réaction des clients par rapport à mon produit. Encore une fois, c'est eux qui en parlent le mieux, c'est eux qui me font ma publicité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me repose beaucoup là-dessus.